Nous poursuivons les grands débats de cet après-midi avec un thème en rapport avec l'actualité internationale, de l'Ukraine à Gaza, une bataille, la bataille du droit. Dans son livre récent, un historien à Gaza, Jean-Pierre Filiu, souligne que ce qui se joue là-bas est non seulement le sort de la Palestine, mais aussi celui du droit international tel qu'il fut proclamé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En Ukraine également, la position de Donald Trump et les pressions pour aboutir à un cessez-le-feu à tout prix font craindre une trahison des principes du droit international. C'est d'ailleurs à Kiev que Jean-Pierre Filiu a achevé l'écriture de son ouvrage. Il y donnait des conférences et il relie les deux causes face au but de guerre commun de Netanyahou et de Poutine. Edoui, qui intervenait précédemment, a écrit dans nos colonnes un article publié le 2 juin et dont le titre est « Palestine, une cause universelle ». Et il souligne que dans ses interventions télévisées, Jean-Pierre Filiu porte un sweatshirt aux couleurs ukrainiennes avec l'inscription « Fight like Ukrainians », combattre comme des Ukrainiens. Alors, nous ne sommes pas ici pour combattre, mais pour débattre avec trois invités. Nous avons Anna Perekoda, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes ukrainienne, historienne et chercheuse à l'Université de Lausanne. Dans une interview récente, publiée en février sur le site Vox Europe, vous affirmiez que la lutte pour la liberté en Europe est intimement liée à la lutte globale contre la montée des forces fascistes. Yohann Soufi, bonjour, vous êtes avocat spécialisé en droit pénal. Vous travaillez à la fois sur Gaza, mais vous avez aussi travaillé en Ukraine. Dans un portrait que Le Monde vous a consacré en 2023, vous expliquiez que rien n'est irréaliste en matière de droit et de justice. Enfin, Amer Nasser, vous êtes photographe et vidéaste palestinien. Bonjour à vous, merci d'être présent parmi nous. Gwenaëlle Lenoir vous a consacré un article, un portrait. Elle vous a rencontré. Vous êtes depuis avril à Marseille. Vous êtes réfugié avec votre femme et votre petit frère. Peut-être que pour débuter cette table ronde, vous pourriez nous raconter comment vous avez vécu après le 7 octobre jusqu'à votre arrivée à Marseille en tant qu'artiste, le travail que vous avez effectué. أول شيء مرحبا. Bonjour. وأهلا وسهلا في الجميع. Bonjour. وأنا بشرفني أن أكون بينكم اليوم وسطكم. وشكرا على هذه المساحة الإنسانية والسياسية من أجل الصوت الفلسطيني. Bonjour à tout le monde qui est ici. Je suis très honoré d'être ici parmi vous. Cette démarche politique et qui raconte son histoire, donc il vous remercie pour ça. أنا عامر ناصر من فلسطين بالتحديد من غزة. Je suis Amer Nasser de la Palestine, plus précisément de Gaza. بشتغل مصور وصانع أفلام من 2010. Je suis un réalisateur depuis 2010. شغلي قبل 7 أكتوبر من 2010 هو كان عبارة عن كتابة وتصوير وصناعة وإخراج وإنتاج العديد من الأفلام واللي منها شارك في مهرجان كان 3 مرات على التوالي كمان. Mon travail avant le 7 octobre se résumait à faire des films, 3 films notamment qui ont été sélectionnés 3 fois d'affilée au Festival de Cannes. من 7 أكتوبر تغير الفيلد والكارير، صار أكثر توثيقي للإبادة اللي بتصير في غزة، للجرائم اللي بتصير، للقتل، للتجويع، للتشريد، لكل شيء بصير في غزة. Depuis le 7 octobre, le contenu de ce que je fais a totalement changé, notamment avec le génocide qui est en cours. C'est devenu un peu plus, entre guillemets, trash avec toutes les exactions qui sont commises par l'État israélien en Palestine. يعني أنا قبل ما حتى أجي هان اليوم
يعني أنا جيت بسرعة لأنه ضعت في الطريق. طبعا فرنسا كبيرة وباريس كبيرة مش زي غزة، غزة كتير صغيرة، لكن يعني غزة. J'ai eu un peu de mal à venir aujourd'hui parce que la France est immense et Paris c'est immense, donc je me suis un peu perdu dans les transports. C'est pour ça qu'il est essoufflé un peu. عشان هيك أنا جيت إجرائي. Je suis venu en courant. Reprenez votre غزة souffle. صحيح، بس فيها المفروض كان حياة قبل 7 أكتوبر، كان فيها ناس، كان فيها مثقفين، فنانين، أطباء، كان فيها يعني مكان هو متنوع، كان في كل شيء. Avant le 7 octobre à Gaza, il y avait une culture, il y avait des personnalités, il y avait des gens cultivés, il y avait des gens qui avaient un métier, il y avait de la vie, grosso modo. اليوم هو عبارة عن كتلة رمادية انضربت بما يقارب 6 قنابل نووية من إسرائيل. Aujourd'hui, c'est juste Gaza est juste un tas de cendres. Si on fait l'équivalent de toutes les frappes qui ont été commises, c'est l'équivalent de 6 bombes nucléaires qui ont été projetées sur Gaza. طبعا أكيد كلكم شفتوا وكلكم بتعرفوا شو اللي بصير في غزة، بس كنا زي يعني كنا بس بنتفرج، ولحد اليوم ما حد قادر يوقف هذه الإبادة. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment à Gaza, vous voyez le génocide qui est en cours, mais malheureusement, il n'y a personne qui lève le petit doigt, personne ne bouge, personne ne dit rien. كل الدلائل اللي بتشير إنه في مجرم بيقتل بالأطفال، بيقتل بالنساء، بيدمر مدينة بأكملها، تمام، بس كنا ما حدا قادر يعمل له شيء. إذا القانون مش قادر يعمل له أي شيء. Il y a des preuves aujourd'hui qu'il y a un génocide en cours, qu'il y a des enfants qui sont tués, des femmes qui sont tuées, des gens qui sont délogés, des maisons qui sont détruites, mais même le droit aujourd'hui ne peut rien faire contre ça. يعني إذا أنا بدي أحكي الحكي بخلصش ما قبل 7 أكتوبر أو ما بعد 7 أكتوبر، لكن وأنا في طريقي يعني أجاني خبر إنه بيت لصديق إلي زي ما هو تحت الأنقاض 50 شخص ضربوه 3 صواريخ، نزل تحت الأرض ب3 طوابق. En venant ici pour cet événement, j'ai appris que la maison d'un de mes voisins à Gaza a été bombardée. Et à peu près, il y avait 50 personnes dans la zone et certaines des personnes se sont retrouvées 3 mètres en dessous de la terre dû à la force des bombardements. اتصلوا فيهم حكوا لهم اخلوا البيت، حكوا لهم ليش نخلي البيت؟ ما احنا مدنيين ما لنا علاقة بحدا، ورفضوا. بعد دقيقتين ضربوا البيت على الناس اللي فيها. Ils ont été contactés juste avant le bombardement pour qu'ils quittent la zone, mais c'est des civils, c'est leur maison. Ils ont refusé de quitter leur maison et ils ont été frappés quelques minutes après. فأنا عشان ما أطيل عليكم، المفروض إحنا معنا رجل القانون، القانون الدولي، اللي المفروض يعني إذا القانون ما وقف نتنياهو أو ما وقف إسرائيل عن الإبادة اللي بتقوم فيها، ما بعرف مين بده يوقفه. Je ne vais pas être plus long que ça, mais aujourd'hui il y a un droit international qui normalement doit punir Netanyahou, mais Netanyahou fait office d'une impunité qui est incroyable. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous sommes donc vraiment entrés avec votre témoignage dans le vif du sujet, le thème de ce débat. Et j'avais envie de demander à Yohann Soufi, quand vous entendez ce que dit Amer Nasser, il dit « le droit ne peut rien contre ça ». Comment vous réagissez? D'abord, j'entends le témoignage d'une victime, parce que moi, ce que je vois en Amer et en Anna, c'est d'abord des victimes comme des dizaines de milliers de victimes en Palestine et en Ukraine et ailleurs, au Darfour, au Congo, etc. Et le droit international, il est là justement pour distinguer entre les victimes et les auteurs. Et peu importe le combat politique allégué, peu importe les intérêts stratégiques, c'est d'abord ça. C'est une forme de boussole morale, politique, stratégique, mais d'abord juridique. Donc,
oui, aujourd'hui, le droit international est en crise, mais on en discutera peut-être. Pourquoi est-ce qu'il est en crise? Est-ce que c'est les instruments qui sont inadaptés ou est-ce que c'est ceux qui doivent le mettre en œuvre? Et moi, j'ai l'impression que la réponse, elle est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que les personnes qui doivent le mettre en œuvre, notamment notre pays, et c'est ce que Amer décrit parfaitement, c'est-à-dire que c'est ceux qui aujourd'hui sont chargés de le faire respecter, qui ont trahi leur promesse en réalité, et qui est une promesse qui date de 1945, de plus jamais ça. Et on le voit en Ukraine, on le voit à Gaza, on le voit ailleurs. En réalité, cette promesse est trahie par ceux-là même qui s'étaient jurés de la défendre. Alors, sur cette question, il y a beaucoup de polémiques, en tout cas beaucoup de débats sur la question de la qualification du génocide. J'ai envie de continuer avec vous et de vous demander en quoi la question de la qualification elle est importante pour pouvoir avoir œuvre de justice. Alors elle est importante d'abord pour les victimes, parce que c'est pas la même chose de dire que Amer est victime d'un génocide, lui et sa famille et son groupe, ou de dire qu'il est victime d'une guerre. C'est pas la même chose. De la même manière, c'est pas la même chose de dire qu'en Ukraine, il y a une politique de bombardement indiscriminé contre les civils, et de dire c'est simplement la guerre comme toujours. Donc les mots ont un sens parce qu'ils reflètent une réalité. Ils ont un sens aussi pour les auteurs. C'est pas la même chose de dire que Netanyahou est un dirigeant qui mène une guerre et de dire que c'est aujourd'hui un criminel recherché par la Cour pénale internationale. Ça a aussi une conséquence politique. Donc c'est important. Malgré tout, je pense que ce débat aussi sur le génocide ne doit pas retarder ou nous faire oublier ce qui constitue aujourd'hui la priorité. C'est-à-dire qu'en droit, peu importe en réalité que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui constitue un génocide ou des crimes contre l'humanité. L'État français et l'ensemble des États d'ailleurs du monde ont l'obligation de prévenir le génocide. Peu importe qu'il ait commencé le 8 octobre, la semaine dernière, ou qu'il n'ait pas encore débuté en tant que génocide. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute qu'il y a des crimes contre l'humanité, voire un génocide qui est en cours. Et donc, c'est ça qui doit déclencher l'obligation. Et donc, tout ce débat un peu à la fois académique, stérile, sur la sémantique de savoir si on est déjà dans un génocide ou dans un pré-génocide, honnêtement, pour le juriste que je suis, elle diffère les vraies questions qui doivent être qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça s'arrête. Et c'est ça aussi l'esprit de la Convention de 1948, c'est comment on prévient le génocide et ensuite comment on en réprime les auteurs. Alors, quand on a préparé le débat avec Anna, vous m'avez dit que vous aviez envie non pas d'entrer dans cette question de savoir si c'est des génocides ou pas, mais que la question du contexte international, que ce qui se passe à Gaza et en Ukraine illustre quelque chose qui, selon vous, est assez important. Pouvez-vous nous le dire ? Oui, je vais peut-être dire quand même quelques mots sur cette qualification de génocide. En vous écoutant, j'ai eu un peu une réflexion là-dessus. Je suis pas juriste, donc j'ai pas de compétences d'entrée en matière. En Ukraine, c'est vrai, il arrive aussi que les militants pour la cause ukrainienne utilisent ce mot. Je pense qu'il est assez clair, et il y en a des preuves, il y a des gens qui ont travaillé sur cette question, c'est que la Russie tient des discours génocidaires. Visée génocidaire et le fait depuis 2014 ouvertement dans ses médias et aussi les autorités politiques tient des discours génocidaires vis-à-vis des Ukrainiens en niant le droit du peuple à exister en tant que tel, en appelant à des meurtres. Mais aussi une autre chose que j'aimerais dire, il me semble, après vous me dites si je suis complètement à côté de la plaque, mais la génocide souvent arrive dans une situation où les cibles de l'agression n'ont pas les moyens pour se défendre. Et dans le monde dans lequel on est, le moyen de se défendre, c'est des moyens militaires, y compris.
pas que, mais surtout militaire. Et quand les cibles de l'agression sont privées de ces moyens, c'est là où le génocide a le plus de chances d'avoir lieu. Et bon, on peut parler aussi des exemples de Balkans, mais si vous me permettez une spéculation de ma part, je pense que si les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de se défendre, on aurait vu un génocide. Et sur le contexte global, je pense qu'il est important déjà, je voulais vous remercier de donner la possibilité, de donner ce cadre dans lequel la discussion sur l'Ukraine et sur la Gaza puisse avoir lieu, dans le même cadre, dans le même format. Je trouve que c'est extrêmement important. Et les guerres en Ukraine et à Gaza ne sont pas des événements isolés. On ne peut pas non plus dire que c'est des phénomènes de même ordre. Les histoires sont complètement différentes. Mais ils s'inscrivent dans un changement global qui est une récomposition rapide et brutale du système mondial et qui est marqué justement par la montée des forces autoritaires. Le plus important, ces forces autoritaires montent dans les 3 pays qui possèdent le plus de puissance militaire, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et j'aimerais aussi citer, j'ai trouvé une citation de Marco Rubio, et pour moi, elle indique clairement où exactement se trouve ce tournant avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Il dit « Les jugements moraux de type « ce pays est bon » ou « ce pays est mauvais » sont inutiles. Nous devrions nous engager avec des pays en nous basant sur le fait qu'ils servent les intérêts de l'Amérique. Et donc, ils cherchent des équilibres temporaires qui les permettent d'établir, disons, des alliances avec ceux qui pensent le monde de la même manière, et avec ceux aussi qui les aident, qui sont d'accord à démanteler les quelques normes et les quelques institutions qui nous restent, qui font encore obstacle à ces 3 grandes puissances, en effet, d'atteindre les buts qu'ils se sont posés. Et Trump, en ce moment, s'aligne avec Poutine parce que c'est la Russie et non pas l'Ukraine et même pas l'Europe qui représente à ses yeux un partenaire utile dans un monde de ces rapports de force complètement décomplexés, dans un monde où c'est seul le droit de plus fort qui prime. Et cette vision de monde, effectivement, repose sur une logique manger ou être mangé, et on pensait qu'on a déjà dépassé cette logique avec 2 guerres mondiales, et avec les efforts justement de former un ordre international en théorie basé sur la coopération, le droit et la démocratie. Mais le problème principal, c'est que cet ordre international ne se reposait jamais sur les règles, il se reposait sur une hégémonie d'un seul pays. Et maintenant, ce pays, les États-Unis, se retire de ses obligations qu'elle s'est même prise parce que le système qu'elle-même a mis en place ne correspond plus à ses intérêts et à ses envies de puissance. Et je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans un moment qui va définir notre génération. Dans un moment où, avec surtout la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza, on voit que l'homme, en quelque sorte, le plus puissant en ce moment dans ce monde, Donald Trump, il n'a ni les moyens, ni la volonté de faire pression sur l'agresseur, sur Israël, sur la Russie, sur Poutine. La solution pour lui devient très simple, c'est d'aider l'agresseur à achever la victime. Et la paix viendra. C'est ce qu'il a promis à ses électeurs. Il veut la paix à tout prix, au prix des vies des Palestiniens, au prix des vies des Ukrainiens. Donc c'est la paix des tombes qu'il impose en ce moment à l'Ukraine et à la Palestine. Et je pense que c'est très important de voir que derrière ces 2 guerres, il y a des dynamiques internationaux
commune. Alors, puisqu'on... Amer Nasser, Amer Nasser, vous disiez le droit ne peut rien contre ça. Alors, malgré tout, il y a des initiatives qui ont été prises. L'Afrique du Sud a porté une plainte à la Cour pénale internationale. Il y a des engagements de la société civile, on le voit ici en France, des plaintes qui sont déposées par exemple contre des agresseurs israéliens. Est-ce que vous, malgré tout, vous pensez que les sociétés civiles, les peuples, peuvent malgré tout apporter leur soutien à Gaza? أول شيء يعني بخصوص المجازر اللي هي تسمى مش مجازر بالنسبة لبعض الناس، فكرة إنه في 10,000 عائلة تم مسحهم من السجل المدني، يعني ما تبقى منهم ولا أي فرد، تمام؟ يمكن هاي ما تسمى مجزرة. Déjà, concernant le mot génocide, il y en a beaucoup qui évitent de l'utiliser ou qui disent qu'il n'y a pas de génocide. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 familles qui ont été rayées des listes civiles. Donc ça constitue un génocide, pour commencer. يعني أنا ما بدي أحكي بالأرقام لأنه أي حد بيقدر يفوت ويعرف الأرقام، بس يعني ما يقارب 17,000 طفل، 12,000 امرأة. هاي مش مجزرة ولا هي لازم تكون متفرقة على سنين؟ Je ne vais pas citer de nombres, tout le monde a accès aux nombres sur Internet, etc. Mais il y a aujourd'hui 17 000 enfants, 12 000 femmes qui ont été assassinées, qui ont été tuées, et ça constitue un génocide. Et pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. يعني امبارح كان في فيديو نازل لجندي على التيك توك بيحكي مع شخص عربي، بيحكي له إنه أنا سنايبر قتلت ما يقارب 600 شخص منكم واغتصبت تقريبا 4 نساء وحدمركم وحقتل الشيوخ والنساء ومش حخلي أي حد هيك على العلن. Il y a eu une vidéo hier publiée sur TikTok d'un civil qui a croisé le chemin d'un sniper israélien et qui lui disait dans la vidéo qu'il avait snipé, en gros tué 600 personnes, qu'il avait violé 4 femmes et qu'il allait sans scrupule tuer des enfants, des femmes et des vieux sans aucun remords. بتصور لو أنا اليوم وأنا واقف هان حكيت ربع اللي حكاه أو حكيت إنه أنا مقرر إنه أعمل ربع اللي حكاه، يمكن كان العالم كله هجم علي. Si moi, à la place qui est la mienne, je disais juste un quart de ce que ce sniper israélien aurait dit, le monde entier serait scandalé aujourd'hui et je serais dans une position très inconfortable. بس إسرائيل والجيش الإسرائيلي بظن إنه طالما أمريكا معهم ما حد قادر يلاحقهم، ما حد قادر يدينهم. يعني شفنا جنوب أفريقيا قدمت دعوة في المحكمة العدل الدولية بخصوص وقف الإبادة، لكن شو عملت؟ ما عملت شيء، ما أدانت إسرائيل بشكل واضح، وحتى لو أدانت طلبت منها قرارات وما نفذتها وما صار أي حاجة. Aujourd'hui, Israël fait preuve d'une impunité sans précédent. On a vu aussi à l'Afrique du Sud, il y a eu un rapport qui a été déposé auprès de la Cour pénale internationale et ça n'a rien fait, il n'y a eu aucun résultat suite à ça. ومن تقريبا من يومين مجلس الأمن اجتمع على مبادرة لوقف إطلاق النار. 14 دولة صوتت بالكامل، يعني من بينهم الدول العظمى واللي المفروض كانت من بداية الحرب هي ضد وقف إطلاق النار، اليوم أقرت بشكل واضح إنه لا يجب وقف إطلاق النار. Hier, il y a eu une réunion au niveau des Nations Unies pour un cessez-le-feu, mais ça vient un peu tard, selon ses dires, parce que ça aurait dû se produire dès le début et on aurait évité en fait ce qui se passe en ce moment. أكيد لما أقرت 14 دولة إنه لازم توقف الحرب ما أقرت تعاطفا أو مكافأة لفلسطين، أكيد هي قررت لأنه صارت شايفة عمليا يعني وعلى أرض الواقع إنه هاي الحرب حرب إبادة. Et cette décision ne vient pas en faveur ou juste pour faire plaisir aux Palestiniens ou par question d'humanité. C'est juste parce qu'aujourd'hui, la réalité, les faits font qu'ils se prennent en gros un mur et qu'ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment un génocide. Et ce n'est en aucun cas pour faire plaisir au peuple palestinien qu'ils reconnaissent qu'ils veulent faire un cessez-le-feu. أمريكا للمرة الخامسة أو السادسة تقريبا تعطي إيده يعني، فلو من هلا مليون سنة احنا نحاول طالما أمريكا مع إسرائيل ولا عمرها راح توقف الحرب.
Tant que les États-Unis seront avec Israël, je ne pense pas que la guerre s'arrêtera. بعيدا عن انه انا يعني انا لا كاتب بالتاريخ ولا محامي ولا باحث، حتى اقول انا مش حتى مصور، انا شاهد بس مش اكتر. ف Je ne suis ni historien, ni chercheur, ni un avocat. Je suis juste quelqu'un qui est témoin, qui a été témoin de ce qui se passe. فلما انا بطلع انه اذا اليوم روسيا بدها تاخذ قرار امريكا بتديها فيتو، او اذا امريكا بتاخذ قرار روسيا بتديها فيتو، فشو الفائده من القانون يعني في هيك حاله؟ Aujourd'hui, on voit que, par exemple, la Russie, quand elle prend une décision, les États-Unis disent non, enfin, ils viennent contre eux. Et inversement, quand les États-Unis prennent une décision ou veulent adopter un truc, il y a la Russie qui s'élève et qui dit non, on ne respectera pas ça. Alors, juste, je voudrais rebondir parce que une question que je voudrais poser à Yohann Soufi aussi sur face à cet état de fait, cette impuissance. Est-ce que les sociétés civiles, on l'a vu cette semaine par exemple, une action engagée devant un tribunal en France, est-ce que ça peut prendre, ça peut lutter justement contre l'apathie, ça peut permettre de faire avancer le droit international, ou le droit en tout cas, la question de la justice? Oui, ça, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le droit international, les juridictions n'ont pas d'armée, et donc elles dépendent des États pour mettre en œuvre leurs décisions. Et cette frustration qu'Amer partage, ou qu'Anna d'ailleurs peut avoir aussi vis-à-vis du Conseil de sécurité, moi je la vis aussi dans l'incapacité des États à ensuite mettre en œuvre les décisions qui ont été adoptées. Par exemple, pour les mandats d'arrêt, Poutine et Netanyahou devraient être aujourd'hui à La Haye. L'ordonnance de la CIJ qui ordonne à Israël de cesser ses activités potentiellement génocidaires, ça date du 26 janvier 2024. Et on voit que la France, notamment, mais parce qu'on est français, continue de livrer des armes, continue d'avoir des relations diplomatiques avec ces États. Donc, quand les États faillissent, eh ben, il faut que d'autres prennent le relais. Et c'est la société civile, puisqu'en réalité, les États n'existent que dans un imaginaire collectif. Et donc, d'une certaine manière, l'État français, c'est nous tous ici. Et donc, les dockers de Marseille qui refusent de charger des armes à destination d'Israël, vous tous et toutes, oui, bravo à eux. Les avocats qui déposent des plaintes et... يعني إذا ماكرون اليوم بيطلع وبيدي تصريحات في إنه راح يتخذ إجراءات تجاه إسرائيل، وبنفس الوقت عمال المينا بيرفضوا إنهم يحملوا الأسلحة على إسرائيل، هذا معناه إنه فرنسا ما زالت بتصدر أسلحة لإسرائيل. يعني السيد الرئيس ماكرون بيحكي إنه هو ما يعني راح ياخذ إجراءات ضد إسرائيل، بس بنفس الوقت يعني برسل أسلحة. ما فهمت شو الفائدة يعني. Le président Macron, il dit qu'il va prendre des décisions en faveur de la Palestine, en reconnaissant le des États, etc. Mais en même temps, on a vu ce qui s'est passé il y a 2-3 jours avec les dockers à Marseille. Donc c'est paradoxal et ça n'a ni queue ni tête. Oui, mais c'est parce que vous faites trop confiance aux politiques. Moi, je ne leur fais pas confiance. Parce que je sais qu'en réalité, ils ne sont que le reflet de notre mouvement populaire. Donc, c'est la même chose avec les avocats qui ont déposé des plaintes contre 2 ressortissants. Et je corrige, ce n'est pas des ressortissants israéliens, c'est des ressortissants français. Et c'est la raison pour laquelle on doit les juger. Parce qu'on ne peut pas tolérer que nos compatriotes commettent des crimes à l'extérieur. On comprend totalement pourquoi un pédophile en Thaïlande ou un trafiquant de drogue en Colombie qui est français est jugé en France, et des personnes qui participent en tant que complices ou auteurs directs de crimes à Gaza ou en Cisjordanie, eh bien on ne les juge pas dans le pays, ça n'a aucun sens. Et donc effectivement, c'est pour ça que c'est demain à la société civile, en votant, en consommant différemment, en manifestant, en entravant, de faire respecter le droit international, puisqu'en réalité, quand on a ces dilemmes moraux, et je parlais de boussole morale et stratégique, vous êtes du bon côté du droit, vous êtes du bon côté de l'histoire. Donc, ne vous interrogez pas toujours sur est-ce que c'est légal ou pas, par exemple, de ne pas charger ce... Non, c'est légal et le droit va vous défendre. Et bien sûr, ça prendra du temps, bien sûr, ça prend du courage, mais il y a des armées de juristes qui sont derrière vous.
il y a aussi l'histoire qui vous donnera raison et donc le droit qui vous donnera raison. Alors, sur cette question du droit international, il y a une critique qui revient en permanence, notamment au sein de la gauche, c'est la question du deux poids, deux mesures, quand il est question à la fois de Gaza et de l'Ukraine. J'aimerais bien vous entendre sur cette question. Anna, Johan. Oui, effectivement, quand on dit deux poids, deux mesures, déjà, de quoi on parle? Pour moi, il y a 3 niveaux: droit international, décision des États, donc décision politique, et opinion publique et couverture médiatique. Donc je ne suis pas juriste, je laisserai mon collègue se prononcer sur le droit. En revanche, en ce qui concerne la sphère politique et surtout l'espace public, effectivement, je peux dire qu'on observe des réactions quand il s'agit de réagir à la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, qui traduisent, à mon avis, des visions de monde profondément polarisées la plupart du temps. Et quand on regarde les politiques des États européens, notamment, il y a clairement un traitement différencié, il y a clairement un décalage, notamment quand il s'agit des sanctions. Quand il s'agit de Gaza, l'Union européenne reste divisée sur la question. Les États-Unis, comme c'était déjà dit, ils ont le droit de veto à l'ONU, comme la Russie, il en a le droit de veto, et plusieurs pays continuent de armer Israël malgré les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont bien documentés. Et ça alimente à juste titre un sentiment de poids de mesure, mais il faut aussi souligner et que les pays occidentaux, pour prendre que eux, pour l'instant, sont très loin d'être unis dans leur soutien concret à l'Ukraine. Et plus la guerre dure, plus il y a des leaders autoritaires fascisants qui se rangent du côté russe. Et puis, lors de l'invasion de l'Ukraine, qui est une violation frontale du droit international, il faut le rappeler, beaucoup des pays dits non occidentaux, pays du Sud, ont refusé de condamner l'agression russe, voire ont affiché une forme de complaisance. Et je pense que cette fracture, elle se joue dans la manière dont chaque acteur étatique hiérarchise les enjeux en fonction de ses propres intérêts, de la manière de la lecture, de sa lecture de rapports de force au niveau international. C'est horrible, c'est cynique, mais j'ai envie de dire, en quelque sorte, c'est logique quand il s'agit justement des élites étatiques, de ceux qui représentent les États, de raisonner dans ces termes. Là où c'est pas du tout logique et c'est absurde, c'est quand les acteurs qui parlent au nom des classes populaires, qui parlent au nom de la société, ils adoptent cette même logique des États qui est, je veux le rappeler, la logique des classes dirigeantes. Donc, je pense que, voilà, ça c'est le premier point. Et l'opinion publique, il reste profondément divisé, malheureusement, et les positions, il me semble, sont filtrées par tout ce qui est appartenance politique, générationnelle, identitaire, communautaire, qui sont, et ça c'est horrible, qui sont amplifiées par les algorithmes des réseaux sociaux, qui créent des bulles étanches, quasi imperméable, informationnel, une bulle où il existe une guerre à Gaza, pas de guerre en Ukraine, une bulle où il existe une guerre en Ukraine, pas de guerre à Gaza. Et c'est ce que je vois aussi, c'est qu'en dehors des zones de guerre, il arrive que ceux qui s'engagent pour la cause des Ukrainiens ou la cause des Palestiniens, parfois, cela mène à une forme d'appropriation symbolique, c'est que les peuples concernés ne sont plus perçus en tant que sujets, en tant qu'êtres en chair et en os, mais ils deviennent des supports de projection identitaire ici, des supports pour nous
affirmer dans notre espace politique vis-à-vis de nos agendas politiques, et finalement la cause des Ukrainiens, la cause des Palestiniens, elle est dissoute dans nos propres priorités politiques. Et juste peut-être la dernière chose, il faut peut-être l'admettre, puis j'ai pas de statistiques, mais j'ai quand même l'impression, la majorité des Ukrainiens qui sont en Ukraine, qui vivent sous des bombardements, des menaces, des missiles constantes, qui ont perdu la maison, les familles, ils ne se reconnaissent pas forcément dans la souffrance palestinienne. Ils vivent dans cette bulle créée par des médias ukrainiens, les bulles où la Palestine n'existe pas. J'imagine peut-être que pour les Palestiniens, ils ne vont pas en premier lieu penser aux Ukrainiens ou s'identifier à ce qui leur arrive. Et on ne peut pas les en vouloir. Ceux qui subissent une violence extrême, ils pensent à leur survie d'abord. Mais là où j'en veux beaucoup, en vrai, c'est ceux qui sont nous, en fait, nous tous. On est ici à l'abri et on n'est pas directement traumatisés par la guerre. Nous avons la responsabilité de créer des ponts et de ne pas renforcer ces éclosions, surtout ne pas opposer des souffrances et ne pas opposer des victimes. Et nous, on a tous les moyens pour, en effet, comprendre la complexité de cet enjeu. Et voilà, donc je vais en finir là. Alors, Johan, le juriste, comment vous réagissez-vous ? Non, je fais totalement écho à ce qu'a dit Anna. C'est le symbole de la justice, c'est la balance. Et la balance, d'ailleurs même dans beaucoup de symboles, c'est une balance aveugle. Et ça veut dire qu'on traite l'ensemble des questions, des situations, des crimes, des victimes, avec des standards équivalents. Et donc c'est vrai que, moi vous savez, en plus j'ai eu de la chance, je suis qu'un simple témoin de passage. J'étais à Gaza pendant quasiment 3 ans. J'étais en Ukraine juste après pendant 6 mois. Et j'ai vu quand je suis rentré d'Ukraine après octobre 2023, où lorsqu'on me présentait comme procureur qui aidait les Ukrainiens à poursuivre les criminels de guerre russes, j'étais accueilli comme un messie d'une certaine manière. Et où tout de suite après, où je parlais de la situation que j'avais vue en Palestine et des crimes qui sont commis, tout d'un coup, j'étais un dangereux extrémiste avec exactement les mêmes mots, avec exactement les mêmes termes. Donc effectivement, ce double standard, il est révoltant. Et à mon avis, c'est ça aujourd'hui qui suscite l'indignation dans l'opinion publique, parce que les gens ne sont pas stupides, ils le voient. Ils voient dans les médias, ils voient dans le discours politique comment le lundi, et en plus c'est cette concomitance du temps entre le conflit en Ukraine et le conflit en Palestine, où du coup vous avez von der Leyen, où vous avez le ministre des Affaires étrangères français qui a un discours le lundi sur l'Ukraine et qui a le discours opposé le mardi sur la Palestine. Et je me rappelle, dernière anecdote, il y a récemment je regardais une émission, c'est ce soir, où le journaliste interrogeait mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur Gaza? Donc je me demandais déjà qu'est-ce qu'on peut faire de moins, mais surtout 15 minutes avant, il venait de célébrer le 17e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et donc faites la même chose en fait, ne soyez pas si créatifs, appliquez les mêmes principes aux mêmes circonstances. Alors, nous avions pris un peu de retard, donc il va falloir qu'on soit à l'heure pour la table ronde suivante. Peut-être que, comme dans Mediapart, c'est participatif, on va prendre des questions du public. Il nous reste à peu près une demi-heure, donc pour avoir le temps d'échanger avec nos invités, je vous propose des micros circulent dans le public, et si vous voulez intervenir, madame là-bas. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais revenir sur la qualification de génocide parce que y a un certain discours qui tend à dire les mots sont pas si importants, ce qui est important c'est de faire des choses, c'est qu'il y ait la paix, etc. Et je me demande en fait pourquoi, si c'est si peu important, pourquoi on a autant de réticence à l'employer et qu'on fait autant de circonvolutions pour ne surtout pas employer le mot. Je pense par exemple, alors je ne sais pas s'il l'a dit, mais il y a Jean-Pierre Filiou qui est intervenu il n'y a pas longtemps
en parlant, je crois, de guerre inhumanitaire. Alors, je ne sais pas s'il emploie le mot, mais il n'est pas le seul. Et je me dis, mais en fait, il y a quand même un bug ici, presque au niveau cognitif. C'est à la fois, on nous dit c'est pas important, et en même temps, on fait tout pour ne pas l'employer. Voilà, je voulais votre avis là-dessus. Et enfin, c'est une remarque. Et aussi autre chose, là, c'est une autre remarque. Il y a une flottille en ce moment qui est en route vers Gaza, qui est menacée par Israël. Il y a une campagne sur les réseaux pour les soutenir, pour alerter les dirigeants et dirigeantes des différents pays dont les membres sont ressortissants. Si vous êtes sur les réseaux et vous soutenez, c'est important d'y aller et de relayer. Merci. Merci. Qui veut... Johan. Moi, je veux bien là-dessus. Bon, d'abord, effectivement, plein soutien à la flottille, parce que quand on parlait des actions populaires qui sont mises en œuvre, c'en est un exemple. Ensuite, sur la notion de génocide, moi, je suis procureur ou avocat. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité aussi, c'est que quand j'utilise un mot, je veux être sûr de pouvoir le prouver en audience. Et c'est pour ça que j'ai tendance, et moi, j'ai pas de problème à parler de génocide à Gaza aujourd'hui. Simplement, si demain je sais que je vais avoir un dossier, il faut que je le gagne. Parce qu'il n'y a rien de pire. Et ça, c'est peut-être pour défendre Karim Khan, parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est simplement Netanyahou est poursuivi pour crime contre l'humanité. D'abord, ça arrive, probablement, une requalification. Mais ensuite, quelles sont les conséquences lorsque vous perdez un dossier? C'est que tous ces gens qui cherchent à nier la nature criminelle aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza vont dire, voyez, il a été acquitté pour génocide. Ce qui ne veut rien dire, il est condamné comme un criminel de guerre, comme Bachar al-Assad, comme Vladimir Poutine et comme beaucoup d'autres. Donc voilà, moi, d'une certaine manière, la raison pour laquelle je suis parfois, et nous les juristes, on est parfois dans un temps décalé par rapport à ceux dont c'est le rôle de dénoncer, d'être dans l'activisme, parce qu'on a une responsabilité judiciaire. Maintenant, sur la qualification de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il faut, et encore une fois, c'est le juriste qui vous parle, pour qualifier de génocide, il faut n'avoir aucun doute raisonnable. Ça veut dire que je dois exclure toutes les autres possibilités. Petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, on se dit, mais il n'y a plus personne du Hamas, il n'y a plus... vous avez tué tout le monde, vous avez détruit toute la vie, vous avez détruit tous les hôpitaux. Quelle peut être l'autre explication qu'une volonté génocidaire? Et quand en plus vous avez des dirigeants qui ne s'en cachent pas, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre conclusion possible que celle-ci, qu'il y a une intention génocidaire. Dernier point, et c'est important aussi, j'ai commencé mon travail comme avocat de la défense au Rwanda, et il y a aussi une responsabilité individuelle. Ça veut dire que vous pouvez avoir au sein d'un même gouvernement, au sein de la société serbe, au sein de la société rwandaise, deux individus, un qui a une intention génocidaire et c'est un génocidaire, et l'autre qui est un criminel de guerre ou un criminel contre l'humanité. Donc c'est aussi pour ça parfois cette réticence. Il faut distinguer Israël qui est poursuivi en tant qu'État pour génocide par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, et l'ensemble des individus, en France, à La Haye, etc., qui demain pourront être, et j'en suis certain, condamnés pour génocide à titre individuel. Amen. يعني أنا هحكي شيء شخصي كتير. أنا خالتي الحبيبة شيرين هي وزوجها وبناتها ماريا ورزان ووليد ومحمد كل العائلة هاي. Je vais parler d'un truc très personnel qui concerne ma tante Shirin avec ses enfants et son mari. كانوا في شمال غزة. يعني للعلم أنا ضليت في شمال غزة طوال 20 شهر طول الحرب. ضليت في شمال غزة أنا وعائلتي وما خرجنا منها. لكن أنا خرجت بعد 20 شهر وجيت هان. وكذلك خالتي من الناس اللي ضلوا في شمال غزة وما رضوا يخلوا. Il faut savoir qu'on a été pendant 20 mois dans le nord de Gaza. Moi, ma famille et sa tante. Lui, il a pu partir du nord de Gaza, mais sa famille demeure toujours dans le nord de Gaza. خالتي كانت في شمال غزة. قررت هي وزوجها إنه وين نروح ما في مكان نروح عليه. الضرب كان والقصف كان في كل مكان. فقرروا إن هم يحتميوا في برج الأطباء. هذا برج بس للأطباء وموجود مقابل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.
Donc sa tante avec sa famille, ses enfants et son mari ont décidé de quitter le nord de Gaza à cause des bombardements constants. Et ils ont décidé de trouver refuge dans un centre à côté d'un hôpital, d'un centre qui accueille les médecins. Et في وحدة المكالمات بصعوبة لما قدرنا نوصل لهم قلنا لها تعالي يعني اطلعي من المنطقة اللي فيها. قالت أنا ببرج في دكاترة يعني أكيد الإسرائيليين مش راح يقصفوه. Elle s'est dit avec sa famille que vu que c'est un centre qui regroupe des médecins qui sont internationaux, il y avait peu de chances, voire quasi pas de chance que ce soit bombardé. نزلوا البرج تقريبا هو 12 طابق على عائلة خالتي وعلى الأطباء وعلى تقريبا مش ما يقارب لا بالتحديد 120 شخص كان داخل البرج كلهم صاروا تحت الأنقاض. L'endroit en question, c'était une tour de 12 étages. Et après le bombardement des 12 étages où il y avait des médecins, sa tante, sa famille, il n'en restait plus rien. Et il y avait un cratère d'à peu près 3 mètres en dessous de terre, alors que c'était 12 étages avant. ولأكثر من 10 شهور لحد هاي اللحظة مش قادرين يروحوا يطلعوهم من تحت الأنقاض عشان يدفنوهم. Et ça fait 10 mois, on n'arrive même pas à sortir leurs dépouilles dessous les décombres. Ça fait déjà 10 mois. فاسمها مجزرة، اسمها إبادة، هو بالنهاية الفعل اللي بصير قدامك يمكن كلمة إبادة كمان قليل عليه. Alors oui, c'est un génocide, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, vu tout ce qui se passe là-bas, même le mot génocide, c'est très peu par rapport à ce qui se passe là-bas. شغلة أخيرة يعني ليش الناس ممكن ما بدها تحكي إبادة؟ حتى الرئيس ماكرون سألوه في لقاء حكى له إنه السياسي مش لازم يقرر يحكي هاي المصطلحات. هو أكيد مش لازم، بس كل واحد في داخله بيعرف إذا كان اللي بيصير قدامه إبادة أو لا. Donc alors aujourd'hui, pourquoi on a du mal à dire, à prononcer le mot génocide? Même Emmanuel Macron, quand il a été questionné par rapport à ça, il a dit que c'était pas mon rôle, mais c'est aux historiens de qualifier si c'est un génocide ou pas. Mais c'est un génocide, quoi. بيحكوا هم إنه يعني لأنه بيستخدموا كلمة تانية بدل الإبادة، بيستخدموا هاي للدفاع عن النفس. وزي ما حكى الأستاذ المحامي هي دفاع عن النفس، بس انت صار لك كل هذا الوقت بتدافع عن النفس. انت حتى ما في حماس، ما في شيء ضل في غزة. يعني غزة يعني عبارة عن رماد فقط، يعني ما ضل فيها إشي، لا مستشفيات ولا مدارس ولا حتى بنية تحتية ولا بيوت ولا وزارات ولا حكومات ولا أي مبنى ولا أي شيء. يعني القصف ما كان عشوائي، بس هو كان بيستهدف بيت بيت، مكان، شارع. ما في غزة. Alors on parle de légitime, au temps d'aujourd'hui, on parle de légitime défense, et comme disait Maître, le Maître qui est présent, on parle de légitime défense, mais aujourd'hui le Hamas, il y a plus personne, il y a plus de civils, il y a rien. Et le fait que Israël bombarde Gaza, ce n'était pas juste au hasard. Ça a été ciblé maison par maison, école par école, hôpital par hôpital. En fait, c'était minutieusement, perpétré. أحكي حتى حماس كمان ما ضلت، يعني حتى بني آدمين ما ضل. إحنا بنحكي تقريبا عن يعني ما يقارب 500,000 شخص، هذا ما بين مشرد وشهيد وضايع. فيعني الوضع يعني. Aujourd'hui, même le Hamas, il n'y a eu aucune réplique du Hamas. On parle tout le temps du Hamas, mais le Hamas n'a fait aucune riposte en retour conséquente. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 personnes entre SDF, gens qui ont perdu leur domicile, les morts, ceux qui ont séparé, ceux qui sont égarés, où on n'a pas de nouvelles, les disparus, etc. ما في شارع في غزة ما دخلته الدبابات، ويمكن ما دخلته يعني أقل شيء مرتين ثلاثة. يعني غزة بالعربي اتنخلت، يعني فاهم شيء؟ Aujourd'hui, il n'y a pas une seule maison qui n'a pas été visitée, que ce soit à base d'obus ou par tank ou par des soldats minimum 3 fois. Et aujourd'hui, Gaza est une sorte
de dépouille, entre guillemets. احنا كعائلتنا اتحصرنا يمكن 10 مرات والدبابات كانت على باب البيت تبعنا وقصفت البيت واحنا في داخله وطلعنا من تحت الانقاض يمكن مرتين ثلاث. Ma propre maison a été encerclée plus de 10 fois et on a été bombardé, ma maison, moi en étant avec ma famille dedans, plus de 3 fois. كنا بنعرف انه غزة ما ضل فيها إشي والسبب الوحيد اللي مخلي هاي الإبادة مستمرة هي فترة حكومة نتنياهو بس مش أكتر. On savait déjà qu'à Gaza, il n'y avait pas d'hostilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le Hamas ou des groupes terroristes, mais la seule raison pour laquelle le génocide continue aujourd'hui, c'est parce que Netanyahou est aux commandes. Peut-être on va prendre une dernière question. J'étais il y a 2 jours à une conférence organisée par des juristes pour parler du problème de la peine. Au moment de sortir, une dame me dit « Il n'y aura pas un deuxième Auschwitz ». Je lui dis « J'espère bien, mais pourquoi vous me dites ça ?» Elle dit « Vous savez très bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que la violence relevée par les juges dans le détail, dans l'ensemble du pays, elle avait un rapport avec les violences mondiales et j'avais cité Gaza. Parce que comme exemple, c'est quand même le mieux qu'on puisse situer. Ce qui veut dire que dans la tête de cette dame, et malheureusement elle n'est peut-être pas toute seule, eh bien, défendre les Palestiniens de Gaza, ça veut dire qu'on attaque les Juifs. Alors ça, pour moi, ça m'a sidéré. Mais elle fait partie de ces gens aussi qui vous lancent une saloperie au visage et puis qui ensuite s'en vont. Autre chose, mais plus du côté optimiste, en une après-midi, j'ai assisté, par hasard, j'ai assisté à 2 réunions, 2 manifestations en faveur de la Palestine. Une à Bobigny, l'autre place de la République. Alors notre camarade palestinien peut peut-être se dire que, eh ben, il n'est pas tout seul. C'était plus une intervention. Merci pour votre intervention, plus qu'une question. Peut-être, jeune homme, désolé. Vous êtes en tout cas plus jeune que moi, c'est pour ça que je me permets. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour vos interventions. Alors je voudrais un peu aller dans le sens de vos prises de parole, mais plutôt mettre aussi à nouveau les personnes au centre de la discussion. Je pense que dans l'Assemblée, nous sommes plusieurs à être vraiment très touchés et militants dans les différentes causes, notamment celle donc de la Palestine. Et peut-être que plusieurs d'entre nous sommes en contact direct avec des Palestiniens. Moi, c'est mon cas avec des gens qui résident en Cisjordanie, une famille qui souhaite partir. Et comment est-ce qu'on peut les aider nous-mêmes, notamment lorsqu'on n'a pas les moyens financiers? مبدئيا شكرا كثير لك ولشعورك ولتعاطفك ولكل شخص مثلك موجود في هذا المكان أو موجود حول العالم. Merci à toi pour ton empathie et à toutes les personnes qui comprennent la situation. شوف احنا في غزة صار لنا ما يقارب السنتين وما في بنك، ما في بطاقة ائتمان تقدر تستخدمها، ما في فلوس بتفوت على غزة أو بتطلع من غزة. سنتين وما في لا كهرب ولا أكل ولا شرب ولا في أدنى مقومات حياة، اتصالات، أي شيء أنت ممكن يخطر لك إنه هو موجود في أي مكان في العالم هو مش موجود بغزة مما يقارب سنتين. Ça fait presque 2 ans qu'il n'y a plus de banque à Gaza. L'argent ne peut pas rentrer et ne sort pas de Gaza. Même l'électricité, l'eau potable, Internet, il n'y a plus rien, strictement plus rien. Tout ce que vous voyez dans d'autres villes, les choses les plus basiques, les plus essentielles, les plus simples, n'existent plus à Gaza. معلومة يعني عن غزة على الهامش، غزة من 20 سنة وما فيها كهرب، بس الكهرباء بتيجي 4 ساعات في اليوم. Chose aussi que beaucoup ignorent, c'est que depuis 20 ans, l'électricité n'existe pas à Gaza. C'est-à-dire que l'électricité, par jour, on a 4 heures d'électricité et pas plus. Et ce, depuis 20 ans. فكرة إنه أنت في ناس بتحاول تساعد في غزة، وكمان يعني غزة يعني الناس اللي فيها ناس
كانت فعلا كان معها فلوس وكان عندها حياة وكان عندها ما يكفيها، لكن الحصار اللي صار عليها خلال هاي السنتين وصلها لمرحلة العجز اللي هي وصلها. Donc concernant les gens qui veulent aider, avant la guerre, il y avait les gens qui avaient de l'argent, qui avaient des ressources, qui avaient des moyens, entre guillemets. Mais à cause de l'encerclement de la bande de Gaza par l'État israélien, aujourd'hui, il n'y a presque aucun moyen d'aider la population qui reste là-bas à Gaza. أنا يعني كنت واحد من اللي فازوا في برنامج بوز، وتم هذا من خلال معا فور غزة. معا فور غزة هي عبارة عن يعني جروب حاول يعمل إجلاء للفنانين اللي موجودين في غزة أو ذوي الفنانين اللي هم ما زالوا تحت الحصار وتحت القصف في غزة. Donc j'ai bénéficié d'une bourse pour Pause qui est un programme pour ceux qui, voilà, comme dans sa situation, veulent s'expatrier par rapport à la guerre, etc. يعني أكيد بشكرك وبشكر معا بإدارة ماريون سلايتين، وبشكر كوت خجمي إيكول كوت خجمي. حاليا هم اللي استضافوني وهم اللي وفروا لي عقد العمل لمدة سنة عندهم في المدرسة السينما. Donc je remercie l'association Ensemble pour Gaza qui lui a permis d'être ici, notamment Marion Slaytin qui est l'une des présidentes qui est membre de l'association. Et sans elle et l'association, il ne serait pas là pour faire le témoignage qu'il est en train de faire devant vous aujourd'hui. Merci. Alors, nous approchons de la fin de cette table ronde. N'hésitez pas après, dans les travées, à aller discuter avec nos invités. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à la fois à Anna et à Johan. Brièvement, si vous avez... Voilà. Je laisse ça en dernier. Moi, c'était simplement pour ajouter, vous voyez ce que votre ami vous a décrit, moi aussi, c'est ce que tous mes amis à Gaza décrivent, c'est-à-dire une volonté de partir. Or, c'est exactement le projet de déportation qui est conçu et mis en œuvre aujourd'hui à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Donc c'est d'abord quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y avait des organisations qui assuraient toutes ces fonctions. UNRWA en est une, et toutes les attaques aussi qui ont été, et depuis des mois et des années, ciblées contre UNRWA et d'autres organisations, le CICR, MSF, elles s'inscrivent aussi dans ce projet politique. Donc ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Et enfin, dernier point, à Gaza, vous n'êtes peut-être pas au courant, aujourd'hui, il y a une militarisation de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'après avoir totalement décrédibilisé et attaqué, même physiquement, ces organisations, dont UNRWA, qui a perdu plus de 290 employés, eh bien aujourd'hui, on remplace avec des sociétés privées militaires américaines et israéliennes qui, d'ailleurs, commettent eux-mêmes des massacres en camouflant ça derrière des projets d'aide humanitaire. Donc c'est très important d'aider, mais c'est très important aussi de garder cette vision plus institutionnelle et plus politique de ce qui est en réalité à l'œuvre aujourd'hui à Gaza, y compris derrière les attaques contre les institutionnels de l'humanitaire. Anna, Anna, vous aurez le mot de la fin. Oui, je voulais peut-être dire quelques mots sur le fait qu'on regarde la guerre, y compris la guerre en Ukraine, toujours à travers le prisme des médias. Il y a des médias qui font bien leur travail, Mediapart, il y en a d'autres qui le font moins bien, mais surtout, vous allez voir des reportages, par exemple, sur la guerre en Ukraine, sur les territoires ukrainiens. Vous n'allez jamais voir des reportages sur ce qui se passe sur les territoires occupés. Des millions d'Ukrainiens vivent sur les territoires occupés par des Russes. Aucun moyen de savoir, enfin, il y a des moyens de les savoir, mais pas pour les médias, ce qui arrive à ces gens. Ceux qui osent aller, les journalistes qui osent aller, ils finissent comme Victoria Roshina, que beaucoup d'Ukrainiens connaissent, une jeune journaliste ukrainienne qui était torturée sauvagement, qui est morte dans la prison russe en pesant moins de 30 kilos, puis son corps a été rendu en Ukraine plusieurs mois après sa mort, sans cerveau, sans yeux et sans la trachée. Et
chaque journaliste qui veut faire son travail, il court le risque de la mort brutale en Russie. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que je veux rappeler, notre perception de la guerre en Ukraine. Pour des millions d'Ukrainiens, moi y compris, puisque je viens de la ville de Donetsk, la guerre a commencé non pas en février 2022, mais en mars 2014. On a quitté nos maisons, on a tout perdu. Les gens se sont retrouvés sous l'occupation russe. Ils y vivent depuis des années et des années. Et depuis ce moment-là, la guerre, elle est là, mais jusqu'en 2022, ici, les politiciens, ils ont préféré à détourner leur regard, ils ont continué leur business as usual avec la Russie, ils ouvraient les nouveaux gazoducs, ils vendaient des navires de guerre Mistral, n'est-ce pas, quand les Russes, ils torturaient les civils ukrainiens par des milliers et des milliers, quand ils tuaient les soldats ukrainiens, en espérant que ce conflit local va un jour se résoudre par soi-même. Et non, le conflit ne va jamais se résoudre par soi-même. Quand on normalise la brutalité très loin dans un pays lointain, exotique, comme l'Ukraine, comme la Palestine, il va toujours revenir dans nos pays. Il n'y a pas de frontière étanche entre la brutalité internationale et la brutalité ici, nationale, quand ceux qui pratiquent la même violence que ceux qui bombardent les Ukrainiens, ceux qui bombardent les Ukrainiens, ceux qui adorent la violence et la force, ceux qui prennent la loi de plus fort, maintenant, ils sont à deux doigts à venir au pouvoir. Et il faut faire le lien entre le fait que c'est l'impunité de Poutine qui a déjà mené des guerres en Tchétchénie, qui a détruit le peuple tchétchène, les guerres en Géorgie, les guerres en Syrie avec des atrocités. Et c'est cette impunité-là qui nous amène dans une situation où la violence devient de plus en plus normalisée. Et il faut, je pense, qu'on en tient compte. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos paroles, vos témoignages. Merci. J'évoquais, au début de nos échanges, j'évoquais le livre de Jean-Pierre Filiu et je voudrais terminer avec lui aussi en lisant ce passage à la fin de son ouvrage. Oui, je parle de Gaza à Kiev, comme j'ai parlé de Kiev à Gaza, parce qu'aucun peuple n'a moins de droits qu'un autre, même s'il est plus faible, surtout s'il est plus faible. Merci à vous. Mediapart.